Alors, on va commencer par des petites présentations. Et comme vous l'avez compris, on est un peu sur le thème de l'humour. Et j'ai demandé à ces 4 exploratrices de venir avec un objet qui les caractérise. On va commencer par Sandrine. Bonjour à toutes et à tous. Moi, je suis ravie d'être là et j'ai déjà plein de questions, à la fois pour les partenaires et également pour Shippingbo. Donc, Sandrine Julien Rouquier, j'ai fondé Ludilabel. Donc des étiquettes nominatives, vous avez tous eu comme moi des étiquettes qui à l'époque étaient à coudre. Nous on est passé par une innovation d'usage, donc des étiquettes qui se collent comme un autocollant standard, mais qui tiennent évidemment en machine à laver. Et c'est aujourd'hui donc plus de 21 millions d'étiquettes qui vont être expédiées dans 120 pays du monde, grâce notamment à Shippingbo. Et tu as ramené tes petites étiquettes. Pardon, et j'ai ramené des petites étiquettes. Au plaisir d'échanger avec vous. Vanessa, qu'est-ce que tu as ramené avec toi? Bonjour à toutes et à tous. Voilà. Donc moi, 15 ans de tôle. Voilà. Donc je travaille pour le groupe Bac Acier. C'est un profileur de bardage et de couverture métallique dans le milieu industriel de base. Donc j'ai eu un parcours varié chez eux. J'étais commerciale, responsable marketing et mon PDG à l'époque a eu la folle idée de dire qu'on pouvait faire du e-commerce avec ces produits-là. Donc j'ai suivi l'aventure il y a 7 ans. On a créé la marque YouStyle. Et depuis, donc on a un site de vente en ligne plutôt orienté cette fois-ci B2C. On est 8 collaborateurs. Le groupe Bac Acier, c'est 350 personnes, 100 000 tonnes d'acier transformées par an, un bâtiment sur 4 fait avec nos produits. Donc nous, on est en mode start-up au sein d'un énorme groupe industriel, parce qu'on a été en plus racheté entre-temps. Donc on essaye d'avancer en mode start-up dans un groupe industriel. Bravo. Marion, je crois que tu as ramené un objet que tu vends par milliers. Oui, alors moi, c'est très innovant, des petits stylos. Ça fait partie des 100 000 produits qu'on a sur notre catalogue. On est spécialiste en loisirs créatifs. Donc évidemment, là, j'ai ramené des stylos parce que j'avais plus de place dans mon sac. Mais voilà, au travers du monde entier et surtout au travers de 70 marketplaces. Aujourd'hui, l'année dernière, on a expédié 65 000 commandes grâce à Shippingbo en partie. On a commencé ça il y a un petit peu moins de 10 ans avec mon associé. On cherchait un business model en fait qui corresponde bien au marketplace. C'était notre business model de départ. Donc une offre avec des petits produits expédiables dans le monde entier qui demandent peu d'espace de stockage et surtout dans tous les pays où on n'a pas besoin de traduire. Le scotch à paillettes, il y en a en Italie, il y en a en France, il y en a absolument partout. Donc voilà comment on a commencé le loisir créatif. Et depuis 2 ans maintenant, grâce à Shippingbo, on met à disposition ce réseau de 70 marketplaces à disposition d'autres e-commerçants avec la technologie Shippingbo. Donc si certains sont intéressés évidemment pour parler surtout internationalisation, je suis tout à fait disponible après. Merci Marion. Inès, ton produit que tu vends, tu le portes là sur toi, qu'est-ce que c'est ? Tout à fait. Donc, bonjour à toutes et à tous. Moi, mon produit, c'est mon collant. Donc, je suis la cofondatrice de Signe, qui est une marque de collants ultra résistants et fabriqués 100% en France. Nous, on a décidé de s'attaquer à l'obsolescence programmée des collants, puisque, si vous ne le savez pas, un collant se file en moyenne au bout de 3 fois, alors que pour produire un seul collant, 750 litres d'eau sont nécessaires. Donc c'est juste une aberration économique, écologique et sociétale. Et c'est pourquoi on a décidé de lancer Signe. Donc nous, on a détourné un fil issu du monde de l'escalade. Aujourd'hui, d'autres, mais c'est avec des fils vraiment innovants. On fait de la R&D sur nos produits. Et aujourd'hui, donc, on propose les collants les plus résistants du marché. On peut les porter des dizaines et des dizaines de fois. On a des clientes qui s'amusent à les compter. On a des records de 70-80 portées. Donc on est très au-dessus du nombre habituel des collants traditionnels. Donc voilà, c'est comme ça qu'on s'est lancé depuis un appartement, 9 mètres carrés. Aujourd'hui, on a 500 mètres carrés. On a vendu plus de 100 000 produits. On est 7 dans l'équipe. Bon, t'as scalé en fait, c'est ça. Bon, alors c'est quoi ta définition de la scalabilité et de scaler ? Pour moi, la scalabilité, c'est qu'on a toujours un enjeu d'aller toujours plus vite, de vendre toujours plus de produits, de recruter encore plus de nouveaux clients, tout en fidélisant les clients qu'on a acquis. C'est aussi recruter et former une équipe qui nous suit dans l'aventure et qui est capable de s'adapter justement à cette scalabilité que nous-mêmes on vit en tant que fondateurs. Donc
c'est pas toujours évident. Et après, c'est justement de structurer notre croissance sans renier à notre ADN et de garder nos valeurs, quoi qu'il arrive, qu'on ait 10 clients ou 60 000 aujourd'hui. Sandrine, tu partages la vision d'Inès ou ça diffère un peu chez toi, la scalabilité? Donc nous, la scalabilité, on l'a subi. C'était un mot barbare pour moi qui venait de la production ciné. Et on l'a découvert avec l'autre mot qui est hypercroissance à notre démarrage parce que voilà, cette innovation d'usage a pris très vite et très fort. Et pour le coup, c'était... comment bien vivre cette croissance. Nous, c'est passé par l'automatisation. Il fallait automatiser toutes ces commandes qui étaient, pour rappel, personnalisées, donc fabriquées à la demande. Et c'était toute la complexité de pouvoir, avec le même temps, savoir en 2 heures, être capable de fabriquer 100 voire 3000 commandes, notamment en période estivale, avec la rentrée qui se prépare. Et toi, Vanessa, scalabilité, mot barbare ou c'est ton mot préféré du dictionnaire? Un peu des deux. C'est dans le monde du e-commerce traditionnel un mot relativement courant. Donc nous, notre but, c'est d'avancer vite, d'évoluer vite, d'aller plus loin dans un milieu historiquement lent. Donc il y a des contraintes qu'on doit subir au quotidien. Donc nous, on souhaite développer notre gamme de produits pour aller conquérir de plus en plus de marchés, mais tout ça dans un marché de l'industriel lent. Donc il faut jouer avec les 2 tableaux en permanence. Marion, pour toi, tout va très vite. Oui, moi, ma vraie problématique, c'est l'équipe marketplace dans notre boîte qui passe son temps à me dire, là, aujourd'hui, on ouvre tel marketplace. Donc là, on est en train d'ouvrir Vente Unique, par exemple, en Espagne. Je pense qu'il y a Temu, donc je ne sais pas qui bosse pour Temu ici, mais je serais ravie de discuter puisque c'est Charles qui ouvre la marketplace, je pense, dans cette semaine. Donc moi, mon objectif, c'est de rendre tout le côté opérationnel en place pour que on puisse facilement accueillir des nouvelles marketplaces. Parfois, dans une semaine, on en accueille 2 nouvelles, 3 nouvelles. C'est connecter tous nos logiciels pour que tout soit en place. Et puis surtout, se dire que si ça va rajouter 40 commandes jour, il n'y a pas d'impact en fait sur ma logistique, sur mes équipes, sur nos logiciels également. On a eu un Covid en fait assez compliqué parce que vous avez tous été enfermés chez vous à vouloir faire du pain, à vouloir planter des graines, etc. Sachez qu'il y avait quelqu'un qui expédiait ses commandes, c'était moi. Donc ça a été assez compliqué, par exemple, cette période-là où on a eu 120% de croissance en l'espace de quelques semaines, où on a complètement réadapté notre offre. On est passé du loisir créatif à du do-it-yourself. Donc on est allé vers le cosmétique à faire soi-même, la cuisine à faire soi-même, les produits ménagers et ainsi de suite. Donc on a augmenté notre gamme. On est passé de 15 000 produits à 45 000 en l'espace de 8 mois. Donc c'était énorme et on était 3 à l'époque. Et ensuite on a augmenté notre équipe, nos marketplaces. Pour aujourd'hui, on est 8. 3 à la marketplace, 4 en logistique, et tout est internalisé chez nous. On a des prestataires de confiance avec qui on travaille depuis des années. Shippingbo, nos transporteurs, on a Idesk pour le service client, Lengo pour l'agrégateur de flux. Donc ça, c'est des partenaires aussi sur qui on peut compter au quotidien. Et dès qu'on a une montée en puissance, par exemple à Noël, donc on passe de 300 commandes jour à quasiment 3000, il faut que en fait, tout le monde soit prêt et nos prestataires sont là pour nous aider au quotidien. Et ça, c'est hyper important. Merci Marion. Tu viens de le dire, il faut être prêt. C'est quand même un gros marathon que vous préparez chacune dans vos secteurs respectifs. Quand on se prépare comme ça, on anticipe les obstacles. Vous les connaissez. Comment est-ce que vous vous préparez justement, pas pour les contourner, mais en tout cas pour les surmonter? Et puis la question sous-jacente, c'est le déclic. Marion, tu viens de le dire, toi c'est le Covid. Mais Inès, chez toi, c'était quoi le déclic? Et puis après, comment tu fais pour surmonter tous ces obstacles dans ton business? C'est difficile d'anticiper, justement, quand on arrive sur le marché avec, en plus, l'e-commerce, ça peut aller très vite. Nous, les pics, on a eu des passages, on a eu beaucoup de visibilité médiatique. Ça a démarré avec le journal local de ma ville le jour du lancement, et après ça a été M6, TF1, des grosses émissions comme Grand Reportage ou 66 minutes. Et c'est là que tu constatais des pics de commandes? Ah oui, là c'est plusieurs milliers de commandes en quelques heures. C'est des vrais avant-après. On a tout de suite une grosse notoriété et c'était pas du tout prévu.
parce qu'on n'anticipe pas déjà les tournages, on n'anticipe pas quand on nous appelle pour nous dire qu'on va passer, et on n'anticipe pas surtout aussi comment les clients vont réagir, enfin en tout cas les téléspectateurs vont réagir. Donc ça a été des vrais moments, ça aurait pu être des obstacles, justement si on n'arrive pas à les passer, et on n'arrive pas à livrer les clients en temps et en heure avec une bonne satisfaction. Mais on a travaillé dur pour transformer ça en opportunité. Exactement. Et après, nous, on essaie aussi de créer nos opportunités aussi, puisqu'on crée beaucoup de contenu sur les réseaux sociaux, etc. Donc forcément, quand ça fonctionne, on le voit tout de suite sur les ventes. Bon, t'es préparé, alors même si tu veux me dire que non, mais là, t'es dans la pleine saison, là. Oui. Donc là, t'es préparé. Tout à fait. On a un peu plus de recul. Après, on est toujours en croissance très forte chaque année, donc on essaye d'anticiper. Mais tu peux nous en dire peut-être un peu plus sur tes enjeux, justement, de demain? Nous, les enjeux de demain, c'est plutôt côté production. Donc, on est adossé à la dernière bonnetterie familiale française qui sait faire du collant de A à Z. C'est un savoir-faire exceptionnel qui est en train de se perdre, puisqu'avant, on avait 270 entreprises qui produisaient du collant en France. Maintenant, il n'y en a plus qu'une. Et donc, notre enjeu, c'est d'internaliser du coup la production et de produire nous-mêmes. Donc, on apprend et voilà, ça va être le gros enjeu pour réussir à lier croissance industrielle et croissance commerciale. Merci. Sandrine, un déclic? Quelque chose qui t'a fait croire au fond de toi que ça y est, quoi, t'allais y arriver et en plus, t'allais surmonter des obstacles? Donc effectivement, moi, comme je disais, c'était dès le démarrage, donc avec la partie automatisation. Mais pour rebondir sur ce que disait Inès, nous, la problématique du moment, c'est cette forte saisonnalité. C'est-à-dire que voilà, sur la partie étiquette, les 3 millions d'euros de CA vont se faire en 2 mois, juillet, août et début septembre, avec les colonies de vacances et la rentrée scolaire. Et donc nous, notre challenge, ça va être de la lisser, cette saisonnalité, pardon. Et c'est pour ça qu'on a fait le choix cette année de lancer une nouvelle marque qui s'appelle Anova Sport, qui va capitaliser sur les produits, sur ce qu'on sait faire, à savoir la personnalisation, mais sur un autre secteur d'activité, à savoir le sport, pour faire travailler toute cette équipe au quotidien et monter notamment le nombre de collaborateurs, là où on le multiplie par 5 chaque été, avec toute la complexité de recruter, de former vite et bien pour cette haute saison. Donc moi, le challenge, il va être là. Vanessa, ton challenge? Alors nous, pour rebondir aussi, on a eu un vrai élément déclencheur, c'était le Covid, parce que certains faisaient leur pain, d'autres réfectionnaient, on va dire, leur extérieur. Donc nous, on a multiplié par 4 aussi le nombre de commandes en 48 heures, et là, on n'était clairement pas prêts. Donc ça nous a appris à maintenant anticiper et être prêts. Donc je pense qu'on s'est staffé. T'es prête pour un deuxième Covid? J'aimerais qu'on l'évite parce que pareil, on était 3 dans l'usine. Enfin bon, c'était devenu n'importe quoi. Voilà. Donc non, je ne souhaite pas du tout de nouveau Covid, mais ça nous a appris en tout cas à mieux nous organiser, à être avec les bons partenaires. Donc juste après, on a rentré Shippingbo pour automatiser tout notre système logistique. Ça a très bien fonctionné. Donc maintenant, on sait qu'il faut être prêt. On est en capacité d'évoluer. Donc on va maintenant tout faire pour continuer à évoluer. Marion, de ton côté? Oui. Tu as parlé du Covid. Alors, moi, je sors du Covid, mais c'est vrai qu'on a tous les jours en fait, des nouvelles complexités qui se présentent. Je pense que s'il y a d'autres e-commerçants dans la salle, vous les avez peut-être vécues ces dernières semaines avec les décrets de Trump, par exemple, aux US. Nous, les US, c'est 10% de notre chiffre d'affaires. Donc jusqu'ici, on passait avec une solution qui était sous les douanes en courrier, qui s'appelle Delivengo. Donc là, en quelques jours, pour nous, il a fallu trouver une solution de repli immédiate pour déjà limiter en fait la perte de CA. Donc ça, c'est typiquement des petits exemples au quotidien qui sont parfois difficiles à gérer, où il faut être ultra réactif. Et là encore, c'est vrai que tu le disais, les partenaires sont hyper importants parce que en fait, quand vous n'avez que 5 ou 6 transporteurs, vous pouvez pas aller taper à la porte de quelqu'un et décrocher un contrat sous une semaine et que le truc soit opérationnel avec Shippingbo la semaine d'après. Enfin, ça n'existe pas. Donc oui, il faut ruser au quotidien, trouver des solutions. On a eu la guerre en Ukraine juste avant, donc
nous, on exporte énormément. On fait que 50% de notre CA en France. Donc, chaque mois, il y a des nouvelles complexités qui se rajoutent. En combien de temps on est capable de couper 5 ou 6 pays en livraison sur 70 marketplaces. Voilà, ça demande de l'agilité, beaucoup de résilience, beaucoup de patience et de l'énergie aussi, accessoirement. Marion, on va peut-être le dire, même si c'est très personnel, mais l'annonce de Donald Trump fin août de ce changement de tarif, toi tu t'y étais préparé, mais ça ne devait pas être annoncé là pour cette fin du mois d'août. Du coup, tu viens de parler d'agilité, mais toi tu es collé constamment à l'information internationale. Ouais, bah là j'étais collée à mon transat en Sardaigne, donc ça m'a un peu foiré mes vacances. Mais oui, en fait, on attend constamment en fait les nouvelles informations. Là, il s'avère que concrètement, c'était pas très organisé à Paris chez Delivengo. Donc, on a eu l'annonce le vendredi soir, 18h. Mon chargé de compte qui me laisse un message et qui me dit je suis désolée, mais lundi, tes plis peuvent pas partir. Et tu peux pas couper tes ventes le week-end, enfin c'est pas possible. Donc là c'était, j'ai appelé toute mon équipe. C'est aussi avoir une équipe sur qui compter au quotidien. Je les remercie. C'est trouver des solutions 4 jours plus tard. Donc c'est pas toujours simple de subir comme ça le quotidien comme ça. Donc il faut trouver tout le temps des solutions. Là, je pense qu'on va avoir des nouvelles petites choses qui vont sortir dans pas longtemps aussi. Donc on s'attaque à de nouveaux marchés. Par exemple, nous, on approche l'Inde là de plus en plus, l'Asie également, parce que typiquement, en plus, je pense qu'on n'est pas très très bon pour l'export, nous les Français. Donc c'est des solutions vers qui on va se tourner pour élargir notre CA et surtout ne pas être dépendant à un seul business. C'était aussi le pourquoi du comment de se tourner vers les marketplaces. C'était vraiment lutter contre je suis dépendant de Google, on en parlait tout à l'heure, ça devient une jungle qui devient très très compliquée. Donc maintenant, comment on stabilise un business, comment on limite les pics d'activité, comment on rend un business non dépendant à un seul canal. Ça c'est mon quotidien. En étant bien accompagné, déjà ouais, un. Exactement. La deuxième chose, c'est que vous restez fidèle à votre ADN de marque, toutes les 4. Quand on veut rester fidèle à cet ADN de marque, on a un mantra, on a un petit truc à l'intérieur de nous qui nous fait tenir tous les jours. Inès, qu'est-ce que c'est, toi, ton petit truc qui dit « c'est bon » ? C'est le même qui m'a aidé à lancer Signe. En fait, il y a des marques historiques sur un produit de grande conso qui ont profité justement de la délocalisation, de tirer les prix vers le bas, de proposer un produit de piètre qualité à la moitié de la population, ce qui est quand même aberrant. Et aujourd'hui, je me dis que c'est ultra juste en fait de proposer des produits de qualité qui soient bien produits et qu'on crée de l'emploi en France. On parle de réindustrialisation du textile, il faut y aller, quoi. Maintenant, il faut vraiment agir. Et donc, moi, c'est ce qui me motive. Je pense que on est convaincu de bien faire les choses et on est convaincu qu'il y a le marché qui répond, donc il faut y aller, quoi. Et après, évidemment, il y a tous les clients qui nous ont rejoints très tôt et très vite dans l'aventure, donc c'est très encourageant de continuer. Vanessa, je pense que tu es du même optimisme. Oui, après, moi, ce qui m'anime, c'est la satisfaction client. Et c'est tous les jours, c'est comment rendre sexy un produit qui ne l'est pas du tout. Comment on déclenche un acte d'achat sur un produit qui n'est pas du tout du quotidien. Donc nous, on disait c'est important de s'appuyer sur nos équipes. On essaie de réassurer le client avec un accompagnement au niveau du commerce, prendre la main du client, lui apporter une proposition globale avec les accessoires, le satisfaire dans ses questions, le rassurer. Et tout ça, c'est grâce à l'équipe. Donc notre objectif de se développer, il faut être en capacité de le faire en accompagnement la formation de nos équipes pour qu'elles soient en capacité d'accompagner le client derrière. Donc ça, c'est ce qui m'anime au quotidien, c'est d'avoir des bonnes équipes formées pour qu'elles rassurent le client en permanence. Et ça nous permettra d'évoluer et d'élargir notre gamme. Vanessa, ta boussole. Ah, pas Vanessa, pardon, Sandrine. Je prends le micro dans la boussole de Vanessa. Non, mais je rejoins évidemment tout ce qui a été dit. Je pense que la clé, après avoir identifié le besoin client, c'est le client en lui-même et ça passe par la satisfaction client. Nous, on est très à l'écoute via les réseaux sociaux, notamment des besoins, des attentes des clients. Et
à l'heure de toute cette course au prix bas, nous, notre chance de survie, en tout cas en tant qu'entreprise française, ça va passer évidemment par la qualité du produit. Nous, chez Ludilabel, on utilise exclusivement des matières européennes. Je parlais des étiquettes, mais on fabrique aussi des gourdes, des boîtes à goûter, des plannings, des porte-clés. Tout ça va être personnalisé. Donc, on va faire attention effectivement au sourcing, aux produits qu'on utilise, et on a toujours eu cette volonté qui a un coût de d'internaliser évidemment le service client, et je pense que c'est ce qui nous lie tous, c'est la différence, elle va se faire par le relation client, le service qu'on va apporter, les conseils qu'on va apporter, que les gens ne trouveront pas sur des choses achetées certes pas cher, mais très très loin, qui, quoi qu'il arrive, mettront du temps à arriver, et avec cette problématique de retour produit. Donc vraiment, je pense, voilà, besoin, écouter le client sur le besoin et le relation client, et je pense qui nous anime un peu tous. Et pour terminer, je pense que ce qui nous définit, nous, en tant que tel, et c'est aussi pour ça qu'on fait ce métier, on entend les problématiques, mais c'est ce grand 8 des émotions qu'on subit, mais en même temps on aime ça. Et ça a été évoqué, l'agilité, ce besoin d'être, cette obligation d'être agile, et là où on avait une idée de savoir pivoter quand effectivement, t'en parlais tout à l'heure Laetitia, les vents nous agitent beaucoup, et qu'il faut savoir effectivement naviguer avec. Tu veux rajouter quelque chose, Marie? Oui, du coup, c'est la fin. Vas-y. Non, mais ça rejoint tout à fait en fait ce qu'on dit. C'est rester aussi opportuniste, pas dans le mauvais sens du terme, mais savoir saisir les opportunités quand elles se présentent à nous. Un nouveau marché, un nouveau transporteur, un nouveau partenaire, une nouvelle marketplace. Nous, c'est vraiment ce qui nous a animés depuis le début avec Charles, avec mon associé. Donc c'est quelque chose qu'on vit vraiment au quotidien. Ne rien fermer. Et il y a toujours dans chaque proposition une possibilité de business. Quel enthousiasme, bravo. Bon, merci. Si on doit résumer, scaler oui, mais pas seul, puis en bonne intelligence, j'aime bien répéter ça. Parce que scaler, c'est un peu un mot difficile, hein, vous l'avez dit. Merci beaucoup, mesdames. Alors, je vais vous inviter à prendre vos petits magazines que vous avez là, pas tout de suite, peut-être tout à l'heure, mais si vous voulez maintenant. Et dedans, vous allez retrouver l'interview complète de ces femmes, de ces exploratrices de l'e-commerce. Merci beaucoup à chacune d'avoir partagé avec nous votre vision de la scalabilité.